Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes déjà presque 70 participants. Nous allons démarrer avec l'URSSAF. Aujourd'hui, nous avons de présent déjà l'URSSAF, la Directe et le cabinet Duo Avocat. Donc, merci à vous puisque c'est l'initiative du Duo Avocat que nous avons mené cette visioconférence. Donc, on va aborder plusieurs sujets. On va laisser la parole à M. Dolciani, à M. Marc Isidore pour démarrer cette visioconférence. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vos premières questions qui concernent l'URSSAF, à bien le mettre dans le chat et nous les lirons au fur et à mesure d'ici 5-10 minutes dès qu'ils auront fini une courte présentation. Et n'hésitez pas à nous dire surtout si vous avez le micro pour la poser après en direct ou si vous souhaitez que ce soit nous qui la posions à votre place. Bon, merci en tout cas à tous et puis je laisse merci à l'URSSAF d'être avec nous, à M. Dolciani et à M. Isidore et on vous laisse la parole. Je ne sais pas quel des deux veut commencer. Bonjour à tous, Monsieur Dolciani. Bonjour à tous, Monsieur Dolciani. Je vais faire la présentation conjointement avec Monsieur Marc Isidore. Premier point, concernant les employeurs, depuis donc le 15 mars, je pense que tout le monde est au courant que les échéances, l'employeur peut demander le report des cotisations sociales pour les échéances du 15 mars. Et cela est reconduit, bien entendu, pour l'échéance du 5 mai et du 15 mai. Normalement, le report, pour l'instant, il est reporté jusqu'à 3 mois. J'insiste sur un point, le report des échéances implique quand même que les employeurs fassent leur déclaration DSN, même s'ils modulent leur paiement, ils ne font pas de paiement. Des pénalités de retard seront appliquées si la DSN n'est pas fournie. Parallèlement à ça, nous avons constaté plusieurs cas où l'entreprise avait des difficultés pour faire sa DSN, notamment avec la mise en place du chômage partiel. Dans ce cas-là, il est possible de faire sa déclaration normale et de régulariser sur le mois d'après les éléments concernant le chômage partiel sans qu'il y ait aucune majoration ou pénalité de retard. En parallèle de cela, tous les moratoires qui étaient conclus avant le 15 mars ont été stoppés pour les échéances d'avril et de mai. Et donc, pour l'instant, tous les échéanciers mis en place sont stoppés. Ils reprendront quand on aura le feu vert au niveau de la direction de la sécurité sociale, sans qu'aucune majoration et pénalité de retard ne soit appliquée. De la même manière, toutes les procédures de recouvrement forcé ont été stoppées en lien avec les tribunaux. Et tout reprendra à partir du moment où nous aurons le feu vert. Le seul point pour lequel le recouvrement est maintenu, ça concerne les créances liées au travail dissimulé. Je le précise. De la même manière, tous les contrôles ont été suspendus. Tous les contrôles en cours, normalement, les inspecteurs ont informé les entreprises que le contrôle était suspendu et reporté éventuellement à une date ultérieure. Le seul cas où le contrôle est maintenu, c'est dans le cadre du travail dissimulé. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des employeurs et je vais laisser la parole à Marc Isidore pour parler des mesures spécifiques concernant les travailleurs indépendants. Merci, Monsieur Dolciani. Ok, merci Philippe. Alors, pour les travailleurs indépendants, la même chose, on a reconduit les mêmes mesures depuis le 15 mars, ce qui veut dire que pour toutes les échéances des travailleurs indépendants, on a mis à zéro le prélèvement du travailleur indépendant sur ces échéances et on a reporté sur les mois suivants la cotisation qui était due, c'est-à-dire au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, on refera la même chose pour tous les travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs, pour le premier mois, pour le mois de mars, on avait demandé de mettre à zéro le chiffre d'affaires, donc ce qui a été fait en général par les auto-entrepreneurs. Par contre, pour les mois suivants et donc le premier trimestre qui était exigible au 30 avril, on a changé notre politique. On a demandé aux auto-entrepreneurs de mettre le montant de leur chiffre d'affaires et bien sûr de moduler le paiement s'ils le souhaitaient, soit à zéro, soit à un montant.
On a aussi évoqué pour les travailleurs indépendants la possibilité de faire des revenus estimés. Si vous êtes travailleur indépendant et que vous pensez à juste titre que votre bénéfice de cette année va énormément baisser, il y a la possibilité, comme les autres années, d'effectuer une estimation de votre revenu. Donc, à aujourd'hui, voilà toutes les mesures qui ont été prises sur les échéances. La même chose que pour le régime général a été pris pour le report de toutes les cotisations, c'est-à-dire que si vous aviez un délai sur les mois précédents, il est reporté. Il n'y a bien sûr pas de mise en demeure envoyée, pas d'huissier. Donc, tout a été figé depuis le début de la crise. Et en ce qui concerne donc les mesures pour les travailleurs indépendants, je pense que vous aurez des questions sur les primes qui sont, enfin pour les primes, sur les aides qu'ils ont versées, donc soit par la DGFiP, soit par l'URSSAF. Mais là, je reviendrai dessus en fonction de vos questions. Dernier petit point pour vous dire aussi qu'à l'URSSAF, on continue de travailler. On est plus de 900 salariés connectés, ce qui veut dire qu'on est toujours en activité et à aider les entreprises à se sortir de la crise. On en parlera peut-être après, de savoir le après-crise, ce qu'on fera nous en tant qu'URSSAF pour accompagner les entreprises. Voilà le petit point qu'on voulait faire sur l'URSSAF. Parfait. Bon, on a déjà les premières questions qui arrivent. Donc, on va vous les poser. Alors, le nom, c'est Adems. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question à Monsieur Dalciani ou Monsieur Isidore? Ah oui, attendez, je l'ai pas. On lit pas bien sur une tablette. C'est pas évident, c'est pas comme un Non, je sais, j'ai le même problème. Ou sur un portable, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez lire la question? Parce qu'elle a disparu là. Oui, je ne vois pas la question. Non. Alors, je vais la lire à la place parce que je pense qu'il ne doit pas spécialement avoir de micro. Bonjour, serait-il possible de savoir les démarches pour l'annulation des charges pour les sociétés de moins de 10 personnes? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, vous entendez comme nous les informations au travers de la radio ou de la télévision. Donc, c'est vrai que le gouvernement a annoncé, il y a un communiqué de presse qui est sorti le 24 avril qui indiquait qu'il allait y avoir des annulations. À ce jour, rien n'est arrêté à nos niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a aucune directive pour les entreprises, on l'a lu comme vous, hein, pour les entreprises de moins de 10 salariés, dans certains secteurs d'activité, ce ne sera pas tous les secteurs, il y aura peut-être des remboursements qui seront faits par l'URSSAF, mais à ce jour, il n'y a aucune directive précise qui encadre en fait cette loi qui va sortir. Mais on s'adaptera, bien sûr, dès qu'il y aura des annulations dans certains secteurs, eh bien, on adaptera les mesures en fonction des décrets qui vont sortir. Je voulais juste préciser un point sur le sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font une différence entre ou un amalgame entre les charges salariales et les charges patronales. Je précise quand même que lorsqu'une entreprise a recours au chômage partiel et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas 4,5 fois le SMIC, sauf cas particulier où il y a une obligation légale ou conventionnelle de verser un complément du salaire. Et dans la majorité des cas, sur l'indemnité de chômage partiel, ne s'applique que la CSG-CRDS avec un taux réduit. Ce type de cotisation, de contribution, concerne les salariés et cela restera dû. Que ce soit bien clair. Parfait. Freddy, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, je veux bien. Vous m'entendez là? Allez-y. Oui. Oui, moi je voulais avoir une réponse concernant le chômage partiel. Moi j'ai un staff essentiellement de commerciaux qui ont une partie fixe et une partie variable de leur rémunération. Donc par rapport au chômage partiel, donc, à préciser que je suis dans l'événementiel, le tourisme d'affaires, donc des secteurs qui sont plutôt touchés à 100% tout court. Et donc, on a mis en place donc, le chômage partiel. On a donné donc, aux différents commerciaux une rémunération donc, déclarée concernant le chômage partiel avec une partie fixe et une partie donc, qui correspond aux 12 derniers mois. On a fait une moyenne donc, des 12 derniers mois. Je voulais savoir, donc, concernant cette partie variable avant sur commission qui a été payée par chômage partiel, est-ce que lorsqu'il y aura la reprise, est-ce qu'on pourra déduire des commissions qui sont dues cette partie variable? Est-ce que je suis assez clair?
assez clair. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si la directe a la réponse. Euh, Pas forcément. Le calcul que vous ferez, vous avez fait si je comprends bien, vous avez fait une avance par rapport à une moyenne. Vous avez calculé une moyenne de Des 12 rémunération derniers mois. habituelle des 12 Voilà, derniers mois. Voilà, c'est ça, c'est ce qui a été apparemment mis en place. Simplement, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cet argent-là est récupéré par l'entreprise ou est-ce qu'il est acquis au salarié? Est-ce que le salarié, une fois qu'il va rentrer dans l'entreprise, va prendre normalement ses commissions? Donc, ça veut dire que finalement, le salarié va être avantagé par le fait d'être en chômage partiel, alors que l'entreprise va être quand même plutôt dépréciée là-dessus, puisqu'elle devra payer ses commissions, même si le chômage partiel l'a versé. Cette partie-là, vous allez peut-être faire, vous avez l'habitude de faire une régularisation annuelle ou En fin d'année, oui, c'est ça. En fin d'année. Donc, c'est en fin d'année que vous régulariserez par rapport aux éventuels trop perçus que vous auriez versés si ces commissions avaient été estimées trop élevées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir donc, le rapport entre le salarié et l'employeur. Est-ce que ces sommes, donc cette partie qui est variable et qui a été payée par le chômage partiel, doit être récupérée par l'entreprise ou est acquise au salarié et il faudra payer les commissions une fois que le travail aura repris? C'est vous qui l'avez déclaré, cette commission? Oui, c'est-à-dire qu'apparemment pour les commerciaux, il fallait qu'on fasse une moyenne des 12 derniers mois. Donc, prenons un exemple concret, c'est-à-dire qu'un salarié qui touche 3 000 € par mois, il y a une partie fixe de 1 500 € et une partie variable de 1 500 € qu'on lui verse tous les mois, logiquement. Et en fin d'année, on fait un récap par rapport à ce qui lui est dû réellement. Comme il y a le chômage partiel qui va rentrer en milieu d'année, là, donc sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien par rapport à ce qui va se passer sur la suite de la crise, est-ce qu'on part du principe que ces avances sur commission sont à déduire de ce qu'on lui devra ou ils sont acquis aux salariés et on repart à zéro? Pendant l'activité partielle, le salarié ne perçoit pas l'intégralité de son salaire. Il perçoit 70% de son salaire brut. Oui, c'est-à-dire que nous, on a fait le complément parce qu'on a… Ah, vous faites le complément, d'accord. Oui, on a fait le complément. Donc, même en dehors du complément, ça, c'est un choix. On a fait un complément à un moment donné pour pas le léser. Mais la question, c'est qu'il y avait une partie variable dans cette rémunération. Est-ce que cette partie variable, à un moment donné, on va la déduire des commissions qui sont dues? Donc, juridiquement, j'ai essayé d'avoir 2-3 avocats là-dessus. Personne n'est capable réellement de me répondre. Donc, peut-être que j'ai une chance aujourd'hui d'avoir une réponse. C'est une question un peu complexe. Moi, spontanément, j'aurais tendance à dire que ce qui a été indemnisé au titre de l'activité partielle, ça reste acquis par le salarié. Hein. D'accord. Voilà, moi, ce serait ma position en première analyse. Après, on est sur un cas très particulier, donc qu'il faudra expertiser. Mais ça dépend de l'estimation que vous avez faite. Si vraiment cette estimation, elle est vraiment très, très éloignée de la situation que vous trouverez en fin d'année, c'est peut-être un peu tôt pour… On saura automatiquement. Alors, la question, c'est est-ce que, voilà, si on reprend par exemple le travail au mois de juillet ou au mois d'août, par exemple, ou au mois de septembre, peu importe, est-ce qu'à ce moment-là, donc, il y a le chiffre d'affaires qui va être produit, il y aura des commissions qui ont été dues avant le confinement et après le confinement? Est-ce que la partie variable qui a été donnée, elle doit être rentrée dans le calcul de leur commission ou on part du principe que c'est acquis aux salariés et que vraiment on démarre à zéro? Si je peux me permettre, pour ma part, j'aurais tendance à penser qu'en période de chômage partiel, ce que l'on verse aux salariés, c'est un revenu de remplacement. Ce n'est pas la contrepartie du travail. Donc, on lui verse une rémunération qui correspond à ce qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que l'on va complètement considérer que c'est acquis aux salariés. Et en revanche, quand on va apprécier le degré d'atteinte de ses objectifs, on va faire abstraction de ce qu'on lui a versé. En revanche, il est bien évident qu'il aura un objectif forcément impacté par la crise. Et cet impact finalement négatif lui aura été compensé pendant la période de chômage partiel puisqu'on lui aura maintenu en partie sa rémunération. Donc lui, de son côté, il ne sera pas perdant et vous n'aurez pas à compenser le fait qu'ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs du fait de la crise. Oui, mais sur les commissions dues, il faudra lui payer intégralement les commissions dues. Parce que là, pour le coup, les commissions qui seront dues seront la contrepartie du peu de travail qui aura pu être fait pendant la période. D'accord. Bon, très bien. Merci. Puis après, il y a aussi, si je peux me permettre, une analyse juridique, comme on vient de vous la dire.
avec laquelle je suis tout à fait en phase, mais aussi une analyse, j'ai envie de dire, même psychologique. Je veux dire, est-ce que ça serait vraiment motivant de leur enlever ce qu'ils ont déjà acquis à ce jour pour la suite, alors que la suite va vraiment être rude, à mon sens. Voilà, ça, je laisse ça à votre appréciation. Bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a les deux approches aussi donc, à avoir. Très bien. Merci. Merci. Alors, on va lire la question suivante parce que la personne n'a pas de micro. Pour les indépendants, Pour les indépendants, est-ce qu'il y aura des reports sur les régularisations 2019 ? Oui, à mon avis, à la sortie de la crise, il y aura, sauf s'il y a annulation, donc on l'évoquait tout à l'heure pour une partie des activités, il y aura sûrement des régularisations qui seront importantes sur les revenus de 2019. Et à mon avis, on étalera. Alors aujourd'hui, on n'a pas de directive particulière. C'est la même chose pour les entreprises lorsqu'on sortira de la crise. On sera obligé d'accorder des délais quand même assez longs qui permettront aux cotisants de régulariser en fait sur plusieurs mois leurs cotisations. Donc, je pense qu'on adaptera aux situations. Si quelqu'un nous demande 12 mois de délai à la sortie de la crise sur une grosse régularisation alors qu'il était fermé et qu'il n'a pas eu de chiffre d'affaires, je pense qu'on sera bienveillant et qu'on permettra aux gens d'avoir des délais comme on le fait d'habitude. Et là, je pense qu'on a un regard encore plus bienveillant. Ce que le travailleur indépendant peut faire pour compléter ce que vient de dire Marc, c'est aussi de nous fournir des revenus estimés pour 2020. S'il estime, par exemple, que sur 2020, ses revenus vont baisser de manière importante. Et ça peut moduler la hausse éventuelle des revenus 2019. Tout à fait. Et si jamais il y avait une estimation qui était fausse, entre guillemets, puisque lorsqu'on fait une estimation d'un revenu estimé, comme son nom l'indique, si on se trompe, on pourrait avoir des pénalités. Là, il n'y aura aucune pénalité. Si vous mettez un revenu à 0 alors que vous avez 20 000 € de bénéfice, il n'y aura aucune majoration qui sera appliquée, aucune pénalité. Alors, après, j'ai une question de Mounir. Nous sommes à l'hôtel. Mounir, est-ce que vous avez un micro ? Oui, j'ai un micro. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que ça ne sera pas tout pour l'URSSAF, mais on répondra peut-être à la deuxième partie après, lorsque la directe aura pris la parole. Donc, je la garde pour tout à l'heure ? Non, mais il y en a une partie, c'est pour l'URSSAF. Oui, donc oui, effectivement, il y a une partie pour l'URSSAF. Voilà, nous, on est une petite TPE. On a 3 salariés actuellement, plus 2 à venir. Et donc, depuis 3 mois, puisqu'on travaille avec des hôteliers, des restaurateurs, etc., toutes les activités qui ont été fortement touchées. Donc, on n'a plus d'activité du tout. Nous, le report des charges sociales, c'est bien, c'est gentil, mais ça ne nous aidera pas. Nous, c'est une exonération totale qu'il nous faudrait sur ces charges-là. C'est reculé pour mieux sauter. Si on nous les réclame dans 3 ou 6 mois, on n'y arrivera pas quand même. Alors, la question, c'est est-ce que les entreprises fragiles auront des exonérations sur les 3 mois à venir ? Tout à l'heure, Marc et M. Dolciani ont déjà plus ou moins répondu. Oui, on a répondu. On est bien conscient des difficultés pour les entreprises qui sont fermées. Ça, c'est indéniable. Mais à ce jour, comme je vous dis tout à l'heure, il n'y a aucune mesure qui a été explicitée pour nous. Notre tutelle ne nous a rien transmis puisque les décrets ne sont pas encore sortis. Mais je comprends, et ce n'est pas une remarque désagréable que je vous fais, mais n'oubliez pas qu'on finance la protection sociale et qu'à aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a près de 12 millions de salariés qui sont payés par l'État et que le déficit de la Sécu est à 40 milliards. Alors, je ne me défausse pas, loin de là. Et c'était pour aussi dire, qui était un grand message qui avait été fait et par la DDFIP sur la TVA et par l'URSSAF sur les cotisations, c'était aussi de dire que ceux qui peuvent payer leurs cotisations le fassent. Donc ça, c'était un premier point. Par contre, on sait pertinemment qu'on devra accompagner les entreprises qui auront subi des fortes baisses de chiffre d'affaires, qui ont été fermées totalement, et ça, on le fera. Vous voyez, c'est aussi, c'est pas bicéphale, mais c'est aussi les gens qui peuvent payer parce que ça finance la protection sociale.
Et aussi, on accompagnera les entreprises qui sont en difficulté. Donc, je comprends bien votre demande d'annuler les cotisations, mais vous imaginez, si on annule toutes les cotisations de toutes les entreprises, ben, je ne sais pas comment on finance notre protection sociale. C'est pas ce qui a été dit. Moi, je parle de notre cas, on est vraiment une TPE, on est fragile. En plus, on est dans notre convention collective. Donc, nous amène à régler la totalité des salaires, 100% du salaire à nos salariés. Et on le fait, on se serre la ceinture, on le fait. Donc, on est deux associés, on ne se plaît pas. Par contre, effectivement, les charges sociales, ça, c'est une évidence, on ne pourra pas les régler. Les 3 derniers mois, là, c'est… J'espère que vous rentrerez dans le plan qui nous sera donné. Il est certain qu'il y a des métiers qui aujourd'hui ne sont pas ciblés. Je prends l'exemple pour un hôtel avec une blanchisserie qui ne travaillerait qu'avec un hôtel. Ce n'est pas les secteurs qui ont été ciblés et pourtant, elle ne travaille qu'avec des secteurs ciblés. Donc, j'espère que ça sera élargi à d'autres secteurs, mais aujourd'hui, rien de précis. Je suis désolé. Parfait. Merci Mounir. Alors, il nous reste 4 questions. Je vais les lire moi si ça ne vous dérange pas parce qu'on dépasse un petit peu le timing. On a une question. Comment sont traitées les heures supplémentaires contractuelles type HCR aujourd'hui par l'ASP dans les demandes d'indemnisation d'avril? Y a-t-il rétroactivité sur mars? Oui. Je pense que c'est plutôt pour Sylvie. Oui. C'est oui. C'est alors, ce n'est pas l'ASP qui va le traiter, enfin, qui traite les demandes d'indemnisation, mais c'est dans la demande d'indemnisation, il faut que les hôtels, cafés, restaurants incluent la prise en charge des heures, hein, effectivement, habituellement travaillées, dans le taux horaire. Et c'est rétroactif, on a eu la réponse au 1er mars. Parfait. Les heures passées en réunion CSE par les représentants du personnel entrent-elles dans les heures indemnisables au titre de l'activité partielle? Nos salariés sont placés en activité partielle à 100%. Alors, sur ce point-là, je peux prendre la main si vous le voulez. Oui. C'est surtout le sujet de la façon dont on les paye, ces heures. Hein. Donc, effectivement, les membres du CSE, on parle essentiellement d'eux, ont droit effectivement à différentes heures dites de délégation, et le fait qu'ils soient en activité partielle n'empêche en aucun cas le fait qu'ils puissent prendre effectivement ces heures. Et là, il y a eu 2 approches. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce point-là, puis on va nous donner notre approche. La première des choses, ça serait de dire qu'il serait un petit peu injuste par rapport aux autres que ces membres du CSE, pendant qu'ils vont être dans le cadre de ces heures, puissent avoir finalement un niveau de paye plus important que ceux qui sont en activité partielle et qui gagnent peu ou prou que 84% de leur net. Donc ça, c'est une première thèse. Il y a différents articles de droit qui ont été écrits, thèse à laquelle nous ne sommes pas trop en phase, puisque s'il suffit de lire les textes, et les textes nous disent que les membres du CSE, quand ils sont dans le cadre de leurs heures, ont droit à avoir une REM équivalente à leur REM habituelle, comme s'ils avaient été en poste. Donc, voilà. Donc, pour nous, lorsque les membres du CSE utilisent un nombre d'heures X à ce titre, eh bien, il faut qu'ils soient rémunérés de manière pleine et entière à 100%, comme s'ils avaient été donc en poste. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas quelle est l'approche de la directe sur ce point-là. Et puis, j'en profite aussi pour dire que les membres du CSE peuvent essayer, nous on le voit chez plusieurs clients, avoir un nombre d'heures additionnelles, puisqu'on est dans un cas exceptionnel qui implique qu'en ce moment, en principe, on doit beaucoup échanger avec eux dans cette période de crise. Il y a certains membres du CSE qui peuvent des fois dire on n'a pas assez d'heures et du coup on souhaite avoir une enveloppe d'heures donc en plus, et les textes effectivement permettent un peu ce genre de choses. Voilà, j'ai vu un petit plus par rapport à la problématique donc initiale. Peut-être juste un avis de la directe sur ce point-là pour savoir si elle est en phase avec mon analyse. Oui. La rémunération habituelle, ça veut dire qu'il n'y a pas normalement de perte pour le membre du CSE par rapport à cette activité-là qu'il exerce pendant la période d'activité partielle. Ça veut dire qu'il y a un complément qui doit être assuré quand même sur les 70% du salaire brut par l'employeur.
Et oui, et pour compléter le propos, effectivement, il y a le traitement des heures de délégation d'un temps passé en réunion. Là, le temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur constitue toujours du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré comme tel et ne peut pas constituer, à mon sens, des heures indemnisables au titre de l'activité partielle. Parfait. Merci. Alors, on va poser la dernière question avant de présenter quelques éléments de la directe. Bonjour, pouvez-vous poser la question suivante, pardon. Pouvons-nous avoir recours à l'intérim dans le cadre de la reprise de lundi, alors qu'il restera des salariés en activité partielle, arrêt dérogatoire, personnes à risque et garde d'enfants? Je voudrais avoir l'avis de la directe dans le cadre des demandes d'indemnisation à venir pour le mois de mai. Merci. Alors, sur cette question, il y a des personnes qui ne reprendront pas, si je comprends bien, puisqu'elles sont en arrêt pour garde diverses et variées ou en arrêt raison de santé. L'entreprise, elle doit s'efforcer, puisqu'elle a des salariés placés en activité partielle, d'essayer de répartir la charge de travail qui est à assurer entre les salariés, entre ces salariés de préférence, hein, pour essayer d'augmenter le nombre d'heures travaillées et que ces salariés s'approchent de leur niveau habituel d'activité. Mais ça, c'est une vue peut-être théorique, puisque toutes les compétences ne sont pas peut-être équivalentes. Donc, s'il y a un problème de compétences particulières, parce que ce sont est-ce que c'est poste à poste? Comment c'est prévu? Kathleen, est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole quelques instants? Oui, vous m'entendez? On vous entend très loin, Kathleen. Ah pardon, excusez-moi. Non, en fait, si vous voulez, je n'ai pas suffisamment de personnel lundi pour assurer les services. Parce qu'effectivement, en faisant reprendre tous ceux qui étaient effectivement en activité partielle, parce que plus d'activité, du fait qu'il reste des personnes qui ont basculé en activité partielle par rapport aux arrêts dérogatoires et aux gardes d'enfants, je n'ai pas suffisamment de personnel en interne pour assurer ma reprise. Donc, vous allez embaucher de l'intérim pour compléter? Je voudrais être sûre d'avoir le droit de le faire et effectivement que dans un deuxième temps, cas de contrôle au niveau des indemnisations, on ne puisse pas me reprocher, entre guillemets, d'avoir eu recours à l'intérim en ayant encore des personnes en activité partielle, mais par rapport au bascule, personnes à risque et garde d'enfants. Si vous arrivez à remettre tout le monde au travail, en gros, tous les salariés qui sont placés en activité partielle aujourd'hui et qui sont aptes à reprendre parce qu'ils n'ont pas de frein particulier, vous les remettez sur leur activité normale. Ceux-là, je les remets au travail lundi, sans difficulté, oui. Donc, à mon sens, vous avez possibilité de recourir à de l'intérim. D'accord. Et dans les demandes d'indemnisation que vous allez faire pour la période concernée, donc à partir du mois de mai, on ne devrait avoir apparaître sur votre demande d'indemnisation que la demande d'indemnisation qui correspond aux personnes placées en oui, tout à fait. À compter du 11 mai, il n'y aura plus que ces personnes-là. Voilà. De la même façon, je peux également faire effectuer des heures supplémentaires à mon personnel présent. Sans difficulté. Ok, super. Je vous remercie. Avec le respect des règles barrières, bien entendu. Oui, le respect des règles barrières et le respect des règles aussi légales au niveau des comptes. Voilà, en matière de sécurité. Super. Merci beaucoup. Sylvie, je vous laisse peut-être prendre la parole pour donner quelques chiffres. Merci Marc et merci Monsieur Dolciani. Philippe, on a sans doute d'autres questions qui arrivent quand même pour vous. Sylvie, je vous laisse prendre la parole. Oui, je peux commencer pour dire, moi je m'occupe principalement, je suis là pour l'activité partielle, pour répondre sur l'activité partielle, pour dire qu'à ce jour, donc on a déjà fait une première séquence, donc aujourd'hui on est plutôt dans une phase de perspective de reprise et de déconfinement. Sur l'activité partielle, il faut quand même savoir, même si on communique avec prudence sur les données, puisque ce sont des données encore provisoires. On est à plus de 27 800 entreprises qui ont déposé une demande d'activité partielle dans le département. Ça concerne plus de 190 000 salariés à ce jour.
Donc, ce sont un nombre très important de demandes qu'on a eu à traiter. Aujourd'hui, on a traité à peu près sur les demandes qui se réfèrent à mars, plus de 80% des demandes d'indemnisation sont aujourd'hui payées aux entreprises qui ont fait la demande. On a de moins en moins de difficultés liées aux problèmes de connexion au portail activité partielle qui nous a posé pas mal de soucis et beaucoup de soucis aux entreprises pendant un certain temps. Donc, s'il reste des difficultés résiduelles, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter. Et aujourd'hui, on s'active bien sûr pour que les demandes d'indemnisation puissent être traitées le plus rapidement possible et que les versements ensuite puissent être opérés par l'agence de services et de paiement. Sur les secteurs qui sont impactés, bien, sans surprise, hein, on a 3 gros secteurs qui sont impactés par l'activité partielle, hein, que sont la restauration, le bâtiment et les services, hein, notamment l'événementiel qui est très comment dirais-je, concerné aussi par les demandes d'activité partielle. Et voilà, donc à ce stade, voilà où on en est au niveau des statistiques, ça évolue tous les jours. Je voulais rappeler aussi que depuis le mois d'avril, on a aussi fait une séance spéciale là-dessus, mais je voudrais y revenir. Il y a possibilité pour les entreprises placées en activité partielle de profiter de la période de sous-activité pour les salariés qui sont concernés, pour les former et faire évoluer les compétences des salariés pendant cette période grâce au FNE Formation qui est mobilisable soit via les OPCO si on a moins de 250 salariés, soit via une convention entre la directe et l'entreprise si on a plus de 250 salariés. Donc là-dessus, on a encore un peu de marge. Mais... Samira est là, je vais débloquer le micro. Samira, on vous écoute. Oui, merci. Du coup, alors j'ai une question concernant les salariés qui du coup bénéficient d'un arrêt pour garde d'enfants de plus de 30 jours. Est-ce que du coup, ils doivent on doit programmer une visite de reprise comme c'est le cas pour un arrêt maladie classique, ou est-ce que effectivement, vu que c'est un arrêt dérogatoire, on considère que pas forcément nécessaire? Pour moi, sauf erreur de ma part, c'est pas donc un arrêt de travail suite à une maladie de la personne. Donc pour moi, la visite de reprise, même si c'est un arrêt de travail de plus de 30 jours, sauf erreur, hein, je réponds comme ça à chaud, mais pour moi, elle n'est pas obligatoire. D'accord. Ok. Bon, ben, super, merci. Merci Samira. On a alors M Franche. Je ne sais pas qui se cache derrière M Franche. Bonjour, je suis Marine Franche. Bonjour Marine. Alors je vous laisse poser votre question. Notre question, alors peut-être pour l'URSSAF dans un premier temps, j'en ai posé 2. On se posait la question de quel organisme contrôlerait les mesures d'hygiène qui sont à appliquer dans l'entreprise et de quelle manière cela pourrait être contrôlé. Pas l'URSSAF. Oui, c'était pour la directe, pardon. Voilà, oui. Ah, on a Sylvie. Sylvie, est-ce que vous avez entendu la question de Marine? Non. J'ai pas entendu la question, ça coupe beaucoup. Alors, pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît? Oui, on se posait la question de savoir quel organisme contrôlerait les mesures d'hygiène à appliquer dans l'entreprise et comment l'organisme pourrait contrôler ces mesures. Alors, les mesures d'hygiène appliquées dans l'entreprise, ce sont les règles de prévention pour les salariés. Qui seraient contrôlés effectivement par des inspecteurs du travail, pour autant qu'il s'agisse de prévention des risques et ça concerne bien les salariés. Oui. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Par exemple, si on prenait l'exemple d'un contrôle de supermarché, l'inspecteur du travail va vérifier le respect des gestes barrières pour les salariés, c'est-à-dire est-ce que ceux-ci sont bien protégés par des plexiglas au casque, s'ils disposent bien de gel hydroalcoolique, est-ce que les mesures concernant la circulation
leur garantissent bien une distanciation sociale entre salariés ou avec les usagers, oui, ça c'est le ressort de l'inspection du travail. Par contre, pour continuer sur le même exemple des personnes qui seraient en file d'attente à l'extérieur du magasin, ça n'est pas du ressort de l'inspection du travail parce que ça ne concerne pas les salariés du magasin, mais les usagers. Et donc là, c'est des services du ministère de l'Intérieur qui seraient compétents pour intervenir. D'accord. Marine, est-ce que ça a répondu à votre question? Pour celle-ci, oui, merci. Alors, dites-moi, vous en aviez d'autres? J'en avais une autre que j'ai posée un peu plus bas, mais je pense peut-être plus pour les avocats. Maître Duo. Tout à fait, maître Duo. On se posait la question parce que la prise de température, elle n'est pas forcément recommandée, mais en même temps pas totalement interdite. Donc, on se posait la question si un salarié souhaite s'y soustraire, est-ce qu'on peut lui demander de rentrer chez lui? Ça, c'est une première question. Et je me permets juste la deuxième qui est dans le même esprit, c'est que si la température est aux alentours des 38, température qui est donnée par les textes, est-ce qu'on est dans notre bon droit de ne pas le faire travailler? Auquel cas, sous quel statut? En activité partielle, en maladie, en autorisation payée, en absence payée? Très bien. Effectivement, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Le dernier élément date, c'est ceci, que vous avez dû tous, je dirais, avoir lu, ce protocole qui indique, effectivement, vous avez vu juste, que ce n'est pas recommandé de faire donc cela. Ceci étant, il n'y a pas une interdiction de le faire. La façon dont on voit les choses, c'est on peut le faire, mais si vous encadrez ça avec différentes garanties, et si vous le faites de manière propre, j'ai envie de dire, d'un point de vue juridico-juridique. Je m'explique. Déjà, la première des choses, il faudrait associer, si vous en avez un, les membres de votre CSE Non. sur, peut-être pour les autres qui en ont éventuellement, associer le CSE entre autres sur cette réflexion-là. Vous devez en principe peut-être avoir un règlement donc intérieur et donc le conseil que l'on donne, c'est de faire une adjonction à ce texte qui prévoit la façon dont vous allez pouvoir, le cas échéant, faire cela. À mon avis, on pourra très difficilement le faire de manière automatique, c'est-à-dire tous les gens qui arrivent sur leur poste le faire pour tous, etc. Mais il peut être, à mon sens, envisagé, et je parle bien sûr sous le contrôle de la DSI direct qui pourra faire ses observations, de dire que si une personne a, je dirais, des premiers signes, eh bien, mettre en place des règles dans ce texte qui prévoient la façon dont vous allez pouvoir le faire. Alors, comment le faire? Je pense qu'éventuellement, une analyse par analogie pourrait éventuellement se faire avec ce qui se fait déjà à ce jour pour les tests de alcoolémie. Et en gros, ce qui est important, c'est de arrêter pour le but, c'est de rendre le plus légitime ce que vous allez être amené à faire. Et donc, encadré par ce texte, éventuellement, le fait de pouvoir dire que les gens peuvent opposer à cela, que ça serait au final donc un droit. Et puis aussi, ça serait bien de faire cela en échangeant de manière préalable avec peut-être le médecin donc du travail, qui pourra vous dire comment le faire, avec quel outil. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se trouver aujourd'hui pour faire cela. Aussi, le fait d'assurer une certaine protection des informations personnelles, et donc d'éviter à ce qu'on liste et à ce qu'on garde surtout la liste des gens qui ont eu de la fièvre, etc. Donc, déjà, ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. Ce n'est pas, à mon sens, interdit en tant que tel, mais il est plus sage d'encadrer cela par des règles strictes afin d'assortir finalement les choses de garanties pour les uns et pour les autres. Peut-être que ça serait bien d'avoir un avis de la directe sur ce que je viens de dire pour savoir si la directe est en phase, encore une fois, avec mon analyse.
Ah, Sylvie, attendez Sylvie, je vous remets votre micro. On ne vous a pas entendu, on vous écoute. C'est bon. Sylvie? Oui, c'est à moi que vous parlez? Parce que c'est à la collègue, je pense que c'est plutôt ma collègue qui… Oui. C'est plutôt Sylvie Feignon. Voilà, c'est ça. Hein. Le problème, c'est le prénom. Oui. Sylvie Feignon, est-ce qu'elle peut nous rejoindre? Ben, on l'a perdue, je ne la vois plus. Ah. Donc, ça veut dire qu'ils sont OK avec moi. En fait. Ça me semblait… OK, évident. Qui ne dit mot consent. Empreint d'une grande sagesse, en tout cas d'avoir recours au médecin du travail pour ce type aussi pour accompagner ce type de mesures. Oui. Alors, on a une nouvelle question qui concernera peut-être aussi l'URSSAF. Le dispositif d'activité partielle sera toujours d'actualité après le 1er juin, car il y aura une prise en charge dégressive. Pouvez-vous préciser, SVP? Nous avons l'accord pour 6 mois, convention collective du personnel au sol. Là, c'est encore la même chose, c'est pas l'URSSAF non plus. C'est la directe. C'est de l'activité partielle. Oui, on attend, nous, les précisions. C'est vrai qu'on sait que ce qui est annoncé dans les… Nous aussi, on écoute la radio et on lit les journaux. Donc, quelque part, on sait que le gouvernement a annoncé que les conditions de prise en charge du chômage partiel, de l'activité partielle allaient évoluer en juin. Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure et ni pour quel secteur. Hein. Donc, pour l'instant, c'est un peu prématuré de vous répondre. Hein. Alors, une question sur les heures supplémentaires. Pardon. Ça ne devrait pas impacter la partie rémunération des salariés pour le salarié. Mais par contre, la participation des employeurs pourrait être impactée. Pour l'instant, elle est nulle, puisque l'employeur est remboursé sur la totalité de l'indemnité qui est versée. Et a priori, de ce que l'on sait, ça va être en fonction des branches, en fait. Hein. Ouais. Alors, une question sur les heures supplémentaires. Si elles ne sont pas officiellement forfaitisées, paiement salaire de base plus heures sup, mais tracées au contrat de travail comme récurrentes, peut-on les prendre en compte au titre de l'activité partielle? Ça veut dire, dans le contrat de travail, c'est inclus dans la durée de travail prévue contractuelle ou pas? Magali, est-ce que tu as ton micro? Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte. Ne sont pas prises en compte dans le calcul, sauf si on est dans une branche d'activité qui dispose d'accords où la durée du travail est majorée. Hein. D'accord. Convention collective étendue. Parfait. Mon activité va redémarrer tout doucement. Puis-je laisser mon salarié en chômage partiel à mi-temps? Mon expert comptable m'indique que les prises en charge de chômage partiel se font hors jour férié. Est-ce exact? C'est vrai. Si les jours fériés sont… Alors, il y a plusieurs cas, enfin, je voulais peut-être compléter, mais si les jours fériés sont travaillés… Alors, la première question, c'est oui, vous pouvez maintenir votre salarié en activité partielle, même s'il n'a qu'une activité. Il a une activité, mais partielle. Donc, via la demande d'indemnisation, vous allez pouvoir déclarer le nombre d'heures réellement chômées. Et si ces heures diminuent, tant mieux, ça veut dire que l'activité reprend. Au mois de mai, il y a des jours fériés. Donc, si ce sont des jours fériés qui sont habituellement travaillés, vous pouvez les inclure dans le calcul et qui correspondent à des périodes chômées, vous pouvez les inclure. Par contre, le 1er mai ne doit pas être inclus dans le calcul. D'accord. Alors, question suivante. Où peut-on trouver un exemple d'accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle du fait des critères à retenir? Alors, il faut faire le 09 70 60 60. En fait, sur ce point-là, nous, on ne peut pas dire qu'il y a donc un accord type. Hein. Je pense que chaque cas est un cas vraiment donc à part.
Et je pense que c'est vraiment une étude au cas par cas. On peut trouver effectivement, ce texte est vraiment très très frais. Hein. On a déjà mis en place cela pour plusieurs clients. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'accord type. Hein. Il peut avoir un grand cadre, mais après, c'est vraiment une appréciation au cas par cas. Et faites très très attention à ce que vous pouvez voir sur différents sites sur le net. Des fois, il y a des choses qui vous font prendre finalement plus de risques que si vous ne faites rien, quoi. Donc, il faut être très précautionneux sur ces accords types. Voilà. Et encore une fois, chaque cas est un cas à part. Il vaut mieux faire une appréciation et une mise en œuvre à la carte. Parfait. La question suivante, est-ce qu'on est obligé de faire poser des congés payés disponibles de nos salariés avant de les mettre en chômage partiel? Les salariés n'y étant forcément favorables, et l'État sanctionnera-t-il les entreprises qui ont demandé du chômage partiel pour les salariés ayant encore des CP de disponibles? Sylvie? Oui, la question est comment dirais-je, oui, dans les mesures d'accompagnement à l'activité partielle, dans la demande, on demande aux entreprises d'indiquer quelles sont les mesures pour compenser un peu la baisse d'activité qui ont pu être prises dans l'entreprise. Et la prise de congé, c'est une des modalités qui est préconisée. Donc, de prendre des congés, c'est effectivement une et c'est une prérogative aussi de l'employeur de décider de mettre ses salariés en congé payé pour réduire le recours à l'activité partielle. Donc, dans ce cas-là, les rémunérations incombent à l'employeur, ça ne peut pas être déclaré en activité partielle. Donc oui, et est-ce que l'État va sanctionner les entreprises qui n'auraient pas mis des congés? Pour l'instant, on n'a pas d'instruction en la matière. Mais c'est une des modalités, qu'on va regarder. Hein. Est-ce que ce recours à l'activité partielle, il a été, comment dirais-je, calibré au plus près vraiment des besoins de l'entreprise, en essayant de réduire au maximum les périodes de cette activité partielle, avec notamment de la prise de congé. Voilà. Nous, sur ce point-là, peut-être un mot en plus, il y a certains clients qui ont fait plutôt le choix que les personnes prennent leur jour de congé à l'issue de cette activité partielle. Donc, voyez-vous, c'est soit donc avant, soit après, parce qu'ils se trouvaient que par rapport à leur branche, c'était peut-être mieux pour eux de faire ainsi. Voilà. Bon, moi, je suis pas trop inquiet, hein, sauf faire de ma part. À partir du moment où vous avez été autorisé sur cette base, je ne vois pas comment est-ce que vous pourriez être mis en cause finalement pour ne pas avoir utilisé leur jour, en sachant qu'on ne peut pas donc imposer aux gens de prendre tous leurs jours. Hein. Voilà, il y a des règles quand même donc un petit peu à part. Donc, ça me semble assez donc improbable que vous soyez donc inquiété sur ce point. Parfait. Alors, la question suivante, quel est l'organisme qui contrôlera les mesures d'hygiène appliquées dans l'entreprise et comment cet organisme contrôlera cela? Je ne sais pas si elle est en ligne. Sylvie Feignon, je ne sais pas si elle est revenue. Votre micro n'est pas en marche. Je suis revenue. C'est bon, le micro. Oui, je suis revenue. Oui, c'est la question qui a été posée tout à l'heure, hein, auquel j'avais répondu en donnant l'exemple des supermarchés. C'est clairement l'inspection du travail qui vérifiera pour les salariés le respect de ces règles d'hygiène pour un temps qu'on est dans un contexte classique de prévention des risques. Donc, c'est un contrôle classique de l'inspection du travail auquel il faut s'attendre, auquel vont s'adjoindre des questions qui vont tendre à vérifier le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. À cet égard, Maître Duhoux vous a parlé tout à l'heure du protocole de déconfinement qui avait été fait par le ministère du Travail. Donc, c'est un document qui se trouve sur le site du ministère. Ah, on a été déconnecté avec Sylvie.
Je ne vois pas si elle est revenue ou pas. Je crois toujours pas. Non. Sur ce point-là, si j'ai un tout petit instant, donc 8 minutes pour... Si elle est là, pardon. Ah bah non, je laisse. Attendez, elle continue à parler, mais elle n'a plus le micro. Sylvie, je réactive votre micro. J'arrive pas à lui réactiver le micro. Sylvie, vous pouvez réactiver votre micro? Je vous l'active, mais... Pardon, maître duo. Ah, là, c'est bon? Non, ça ne marche pas. Je vous ai coupé. On l'a perdu. Alors, Michel, peut-être que tu peux prendre le relais en attendant. Juste un mot. Effectivement, il y a des règles très, très strictes à mettre en place pour assurer la protection, etc. Toutes ces règles d'hygiène, protectrices à mettre en place. Il faut bien avoir en tête, et ça, c'est très, très important, ce n'est pas le tout de mettre en place toutes ces règles. Il faut aussi, alors ça semble peut-être simple, ce que je vais être amené donc à vous dire, mais ce qui est important, c'est de bien informer et former finalement donc le personnel des règles que vous avez mis en place. Ce n'est pas le tout d'avoir mis en place toutes ces règles si on les laisse dans un coin, et surtout de vous aménager la preuve du fait que vous avez bien informé et formé les personnes sur ces règles. Ça, c'est vraiment très, très important, puisque ce n'est pas ce que l'on vous souhaite, mais si vous êtes mis en cause un de ces jours, eh bien, il faudra apporter cette preuve, et d'une, que vous avez bien mis en place ces règles, de manière associée avec votre CSE si vous en avez un, et de deux, que vous avez mis en place, que vous allez suivre cela dans le temps, et le point numéro 3, du fait évoluer avec le temps. Et donc vraiment le conseil, c'est de vous aménager aussi cette preuve au cas où. Voilà. Et puis même sur le fond, c'est très très important que les gens sachent finalement quelles sont les règles qui ont été mises en place. Pour moi, c'est un point fondamental. D'accord. Alors, la question suivante, qu'en est-il de la journée de solidarité qui tombe pendant une période de chômage partiel? Je suis désolée, je reprends vos questions dans le désordre par moment. Hein. Je ne sais pas qui peut répondre sur le jour de solidarité. Oui, je vous laisse répondre. Non, allez-y, parce que moi, du coup, j'ai eu un blanc et je n'ai pas donc entendu, donc je vous laisse volontiers répondre. La journée de solidarité, c'est une journée qui est pas forcément qui n'est pas indemnisée au titre de l'activité partielle si elle n'est pas travaillée dans l'entreprise. Hein. D'accord. Alors, un salarié a un certificat d'isolement de son médecin. Comment gérer sa reprise de travail alors qu'il ne souhaite pas reprendre après le déconfinement car il aurait des risques pour sa santé, pathologie de type asthme? Peut-il rester en chômage partiel ou doit-il obtenir un arrêt maladie de son médecin? Il peut, alors il peut faire une demande d'activité partielle. Il peut, pendant le mois de mai en tout cas, après on verra comment ça évolue, mais il peut bénéficier d'une mesure d'activité partielle et l'entreprise doit faire une demande d'activité partielle pour ce salarié-là, même si elle n'a pas recouru jusqu'à présent à l'activité partielle. Après, peut-être un point additionnel, si son poste est compatible avec le télétravail, il peut peut-être être en poste de chez lui, hein, si le poste, effectivement, permet ce genre de choses. Pour continuer là-dessus, que doit-il fournir à son employeur? Alors, je suis en train de chercher le document. Si je peux me permettre, c'est un certificat d'isolement qu'il doit fournir à son employeur. Et qui lui remet ce certificat? Soit la CPM s'il était classé en arrêt dérogatoire, soit son médecin traitant. D'accord. Okay.
Merci. Il faut effectivement que la pathologie qu'a ce salarié corresponde à une des pathologies listées comme étant un cas de fragilité qui autorise ou qui impose l'isolement. D'accord. Alors, question suivante. Nous avions fait une demande d'activité partielle jusqu'au 31 décembre. Il nous a été demandé de réduire la période au 30 juin. Si nous en avons besoin, pourrons-nous faire une demande de prolongation? Sylvie? Votre micro est coupé encore, Sylvie. Pardon? Réactive. Je n'ai pas touché quoi que ce soit. Oui, la réponse est oui. Vous pouvez, effectivement, dans un premier temps, on nous a demandé de limiter autant que faire se peut les autorisations jusqu'au 30 juin. Et puis, au cas par cas, les entreprises pourront revenir vers nous et demander de nouvelles, enfin un avenant, par avenant, à l'activité partielle, de façon à pouvoir ajuster la durée d'activité partielle dont elles estiment avoir besoin encore pour une période restant à courir encore, pas forcément jusqu'à la fin de l'année, mais bon, en fonction au cas par cas. Excusez-moi, Sylvie, Grégoire du 5-6 Hôtel à Cannes et du syndicat des hôteliers de Cannes et des restaurateurs. Merci pour votre réponse il y a quelques jours sur notre question sur le chômage partiel. Là, c'était juste pour revenir parce que juste avant qu'on tombe dans le porno russe et ainsi de suite, j'ai cru comprendre que les heures supplémentaires de la 35e à 39e heure qui fait partie de la convention des HCR était pris en compte et rétroactivement au 1er mars. Au 1er mars, oui, on a eu une confirmation dans le question-réponse qui a été mise à jour. Donc là-dessus, on a eu une réponse. D'accord, merci. Alors, question suivante. Avez-vous de la visibilité sur le montant et les droits d'activité partielle à partir du 1er juin pour les secteurs encore à l'arrêt, en l'occurrence de l'hôtellerie-restauration? Non, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire on sait ce qui s'annonce, c'est que ça va un peu changer au 1er juin, mais on ne sait pas encore dans quelle proportion. Pour les salariés, ça ne changera pas la prise en charge. Par contre, pour les employeurs, ça peut changer. Ils peuvent avoir une part à leur charge. Mais on ne sait pas dans quelle mesure et on ne sait pas pour quel secteur encore. C'est en négociation. Alors, sur ce point-là, sur la branche HCR avec laquelle on bosse très, très souvent, on a beaucoup de clients dans la branche. C'est un dossier qui se plaide à l'heure où on vous parle et depuis pas mal de temps auprès des plus hautes instances pour essayer de faire en sorte que effectivement la branche HCR ne soit pas donc impactée. Ça va, on l'espère, probablement être le cas, mais il y a quand même un doute donc aujourd'hui. Et si c'est le cas, ce que l'on espère, il y aura probablement une nuance à faire entre les hôtels 1, 2, 3 étoiles et les hôtels 4 et plus. Je ne suis pas sûr que les hôtels très haut de gamme vont avoir les mêmes droits, je dirais. Là, pour l'instant, on ne le sait pas. Ce qu'on peut vous dire, c'est que il y a pas mal de gens donc, en ce moment de la branche. Et je pense que vous devez peut-être avoir aussi cette info. Plaide effectivement pour que la branche donc HCR soit impactée le moins possible, finalement. Mais pour l'heure, on n'en sait pas encore plus. D'accord. Si je peux me permettre, au niveau de l'UMI national, ce qui a été quand même acté, c'était que nous avions droit aux 1607 heures. Maintenant, nous ne sommes pas du tout phasés sur le montant de l'indemnisation. Voilà, là on en est là. Après, sur les 1, 2, 3, 4, 5, à mon sens, étoiles, les 3 et 4, les 4 et 5 étoiles, pardon, qui sont les plus gros pourvoyeurs d'emploi, veulent dire aussi que vous avez les plus gros problèmes. Donc c'est inversement, si ça doit se jouer, ça doit jouer. On pense que la reprise
Voilà. Moi, je suis à fond avec votre approche, hein, donc attention, hein, je pense que je suis exactement dans votre approche. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a des doutes. Est-ce que le gouvernement aura la même approche? Je ne le sais pas, mais tout est fait pour que les choses aillent dans votre sens. Hein, donc, c'est clair. Mais pour l'instant, il y a une incertitude. Voilà, on ne sait pas encore à ce jour et à l'heure où on vous parle ce qu'il en sera au mois de juin. On espère tous que la branche sera effectivement épargnée. Peu importe le nombre d'étoiles. Alors, nous avons une question à la fois pour la directe et pour les avocats. Comment finaliser une procédure de licenciement débutée avant le confinement, sachant que le salarié concerné est actuellement au chômage partiel? Oui, écoutez, je peux reprendre la main sur ce point-là, si vous le voulez bien. Donc, je comprends que c'est un licenciement. Est-ce qu'on nous dit si c'est un licenciement économique ou autre? Oui, c'est un licenciement économique au préalable. C'est un licenciement économique qui a été initié avant le confinement. Donc, du coup, ça implique plusieurs choses. Ça implique tout d'abord le sujet de son entretien préalable. Hein, nous, on a beaucoup été interrogés par nos clients sur ce point-là. Parce que si c'est un licenciement économique, il y aura donc un entretien de ce type. Et donc, la première problématique, c'est de savoir est-ce que cet entretien pourrait avoir lieu en lieu et place, c'est-à-dire sur le site même. Pour nous, à partir du moment où la société a correctement fait les choses, c'est-à-dire si elle a bien tout mis en place pour respecter ces règles d'hygiène, protection, mise à jour des DUER, donc, etc., si elle est vraiment bien dans les clous, pour nous, il n'y a rien qui s'oppose à ce que cet entretien ait lieu en lieu et place. Et à ce moment-là, ce que l'on fait dans la convoque, on indique cela. On indique donc effectivement que nous avons pris le soin de mettre en place toutes les règles d'hygiène, etc., etc. On met en pièce jointe sur son poste. Et donc voilà. Si on tombe sur une personne qui est donc inquiète ou qui a une certaine, qui est sur cette liste-là, hein, dont vous avez fait état tout à l'heure, une personne qui présente. Ça coupe, Michel. Ah. Est-ce que ça va mieux là? Oui. Voilà. Si cela ne peut pas se faire, comme je viens de vous le dire, il y a une autre option, ça serait de le faire comme on est en train de le faire en ce moment en visio, parce qu'il y a une jurisprudence, alors il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 60 000, qui nous dit que ça peut se faire à partir du moment où les deux parties sont OK. Alors pour autant, qu'on ne tombe pas sur le genre d'image et de son que l'on a vu tout à l'heure, il faut essayer de le faire avec un système sûr. Et à ce moment-là, voilà, ça peut se faire ainsi, et la personne peut se faire donc assister par cette voie-là. Donc ça, à mon avis, c'est envisageable si les deux parties sont OK. Et puis enfin, si ni l'un ni l'autre est envisageable, eh bien, on peut envisager de le faire par échange de lettres, c'est-à-dire une lettre qui expose les différents éléments. Si c'est un licenciement pour faute, les griefs. Là, si c'est un licenciement éco, la cause éco, donc, etc. Et on laisserait un certain temps à la personne pour nous faire part de ses observations sur le licenciement qui est envisagé. Le seul sujet qui est un peu problématique, c'est si on est dans le cas d'un licenciement éco, c'est le sujet du CSP. Vous savez que le CSP doit être mis en main propre, justement, lors de cet entretien. Et à partir de là, la personne a un délai de 21 jours. Donc là, si on lui donne pas en main propre, c'est un peu le problème à partir de quand va commencer à courir le délai de 21 jours qu'il va avoir pour accepter ou pas. Donc, il faut essayer autant que faire se peut d'aller vers mon option numéro 1, faire en sorte que cet entretien ait lieu en lieu et place. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut trouver un système pour donner une date certaine, eh bien, je dirais, du jour où la personne va avoir le CSP entre ses mains. Voilà. Mais là encore, donc à chaque fois, c'est une appréciation au cas par cas, mais voilà déjà les grandes phases. Merci. Alors, la question suivante. Pour les rappels des salariés HCR à 39 heures,
faut-il faire une demande de régularisation sur les demandes déjà payées? Oui, si ça n'a pas été pris en compte, oui. Sur les demandes d'indemnisation. Très bien. Si nous n'avons pas utilisé l'activité partielle à ce jour, est-ce que l'activité ne redémarre pas? Pourrons-nous y avoir droit plus tard? Oui, l'activité partielle, c'est un dispositif qui est pérenne, hein, qui existait avant. Donc là, il a été aménagé et les conditions de prise en charge ont été revues. Donc, s'il y a des difficultés après coup, il faudra un motif. Hein. Le motif crise sanitaire pourra peut-être être invoqué si c'est dans la même période, mais sinon, il y a plusieurs autres motifs où on peut recourir à l'activité partielle, hein, bien sûr, motif classique. Très bien. Donc, ça reste un dispositif qui est ouvert aux entreprises qui ont des problèmes conjoncturels, ponctuels d'activité. Hein, avec des conditions particulières en fonction des motifs. Bon. En termes de Alors, durée. Nous devons recruter 20 saisonniers en avril, reportés en juin verbalement. Ils n'ont signé aucun contrat et pas de promesse d'embauche. Dans ce cas, peut-on se rétracter car nos salariés sont en chômage partiel, réduction horaire. Et ceux pour qui nous avons envoyé une promesse d'embauche, 2 personnes. Merci. Oui, on a déjà eu cette question. C'est une question qui n'est pas si simple. Je ne sais pas si ma collègue veut répondre parce que la promesse d'embauche, ça engage quand même un peu l'employeur, un peu beaucoup, hein, à peu près comme un contrat de travail. Si c'est une promesse d'embauche qui revient chaque année pour une période bien déterminée avec des conditions bien précises. Par contre, donc ça, c'est un point qui est en cours d'expertise là-dessus, puisqu'on a demandé, parce que c'est vrai qu'une promesse d'embauche, c'est quand même un peu opposable à l'employeur. Par contre, pour l'autre cas, le recours à des saisonniers qui a été reporté, si j'ai bien compris, et qui n'a pas fait l'objet de promesses d'embauche écrites, etc. Si l'employeur n'anticipe pas une charge de travail suffisante, il peut moduler peut-être le nombre de saisonniers auxquels il aura recours et adapté. Toujours la priorité aussi de savoir s'il a placé ses salariés en activité partielle, il faut quand même qu'il priorise peut-être aussi l'augmentation de l'activité de ses propres salariés. Voilà, donc il n'y a pas une réponse uniforme là-dessus, ça dépend. Sur les promesses d'embauche, s'il n'anticipe aucune activité sur la période, mais quand même, on va être en sortie de confinement, ça dépend quelle est l'activité. D'accord. Est-ce que c'est une activité hôtelière ou... Oui, je pense que c'est une activité hôtelière, hein, de ce que je comprends. Est-ce que Marie veut prendre la parole sinon? Activité, non, pardon, elle vient d'écrire dans le chat. Activité aéroport personnel au sol, pardon. Pour moi, mon approche, si je peux donner la mienne, s'il n'y a pas eu de promesse de embauche écrite, il n'y a pas d'engagement. Hein, donc finalement, hein, donc pour moi, il n'y a pas à se rétracter parce qu'il n'y a pas eu d'offre finalement. Hein. Pour moi, ça ne change rien. Je lis sur son texte là qu'il y a eu 2 promesses d'embauche. Là, c'est plus compliqué. Hein. Et ce qui peut se faire, on l'a déjà fait avec quelques clients, c'est d'essayer d'un commun accord, si c'est envisageable. Hein. Je suis tout à fait en phase avec ce qui vient de vous être dit, c'est une appréciation au cas par cas, mais d'un commun accord, essayer de reporter la date de prise de poste, hein, en disant que sur le mois de mai, c'est peut-être pas jouable, mais peut-être sur le mois de juin, donc ou juillet. Hein, ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Mais maintenant, le fait de renoncer à cette promesse d'embauche, ça revient à la problématique juridique. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un cas de force majeure? Moi, en fonction de l'état du droit à ce jour, je dis plutôt non. Quoi. Hein, je vais voir comment le droit évolue sur ce point-là, mais je crains que le juge n'adhère pas à cette thèse. D'accord. Alors, je vais lire la dernière ou l'avant-dernière question.
J'ai une question concernant la sollicitation d'un collaborateur au sein d'une UES pour remplacer un salarié en activité partielle qui est aussi une personne à risque. Puisque son poste change de statut, devons-nous lui demander de se mettre en maladie? Personnellement, je ne comprends pas la question. En fait. Alors, Armelle, peut-être que vous pouvez prendre la parole si vous avez le micro. Là, voilà. Oui, effectivement, je ne savais pas trop comment poser la question. Effectivement, par écrit, c'est compliqué. Donc, en fait, on a une UES qui est constituée de deux entités. Et donc, les deux entités, localement, elles sont situées exactement au même endroit. Donc, on a une partie qui fait de la logistique et on a une partie du personnel qui va faire de la production. Sur la logistique, on a passé un certain nombre de salariés en activité partielle, mais là, ça commence à recommencer, enfin, l'activité commence à reprendre, et donc on est en train de rappeler les collaborateurs qui étaient en activité partielle. Parce que d'habitude, on fonctionne même avec de l'intérim, hein, on est une période normalement qui est de pleine activité. Et donc là, on se retrouve à avoir rappelé finalement toutes les personnes qui étaient en activité partielle, et il en reste une qui est en activité partielle, mais c'est une personne qui a eu des problèmes de santé et qui, pour nous, au niveau du profil médical, qui est à risque en fait. Et on a la solution, sur la base du volontariat, de rappeler une personne qui est en activité partielle, donc au sein de l'UES, mais dans l'autre entité qui fait de la production. Alors, ce n'est pas le même métier, mais sur de la préparation de commandes, le salarié, il a envie de revenir au travail, donc il est volontaire. Et donc, il se propose de revenir pour éviter que notre salarié fragile, qui est en activité partielle sur la logistique, il soit exposé en fait au virus. Et comme c'est pas la même activité, comme c'est pas la même entité, pardon, bien qu'on soit au sein d'une UES, est-ce que ça peut poser problème par rapport au droit à l'activité partielle, finalement, de la dernière personne de la logistique qu'on remplace par quelqu'un d'une autre entité de l'UES? Et la deuxième entité, elle est en activité partielle aussi? Oui. Il est déjà en activité partielle sur les deux. Et vous faites une demande unique ou deux demandes? On a fait deux demandes. Vous avez fait deux demandes. Donc, ça veut dire que sur la demande d'indemnisation, vous allez… Non, ça ne pose pas de problème sur la demande d'indemnisation. Vous allez réduire en fait la part. Il va repasser à activité normale, la personne que vous envisagez ou… Oui, en fait, la personne de la production, en fait, on va faire un… Ça vous permettrait de revenir à un niveau normal d'activité à cette personne? Oui, il va reprendre sur la période à 100%. Il va sortir de l'activité partielle. On va le faire en prêt de personnel à l'autre entité de l'UES. Il va pouvoir aller travailler, faire de la préparation de commandes, puisque lui, il est volontaire, hein, même si ce n'est pas le même métier, il préfère revenir. Mais nous, du coup, on n'aura pas rappelé toutes les personnes en activité partielle. Il en restera une qu'on va laisser en activité partielle. Alors moi, j'ai la question, est-ce que la personne, finalement, qu'on laisse en activité partielle sur la logistique, sachant qu'on commence à faire revenir du monde et que son poste, finalement, il n'est plus classé en activité partielle, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt le placer en maladie, par exemple ? Pour justifier qu'on embauche quelqu'un d'une autre entité à la place de quelqu'un en activité partielle. Oui, ça serait plus logique. Ok. Ça serait plus logique. Alors, en complément, les personnes qui sont dites fragiles ne peuvent plus être en maladie depuis le 1er mai et sont en activité partielle. Alors, c'est vrai qu'elles sont en activité partielle, plus pour le même motif. Je suis d'accord avec vous. Jusqu'à maintenant, elle était en activité partielle parce que l'entreprise était en activité partielle pour les raisons liées à la crise. Et là, maintenant, cette personne restera en activité partielle, non pas par décision de l'entreprise, mais du fait de son état de santé. D'accord, ok, très bien. Donc, en fait, on peut le laisser en activité partielle sous la raison maladie, personne fragile, en fait. Oui, alors après, je ne sais pas si la déclaration se fait de la même façon. Est-ce que ça implique de modifier cela ou pas sur le site Internet? Je ne pense pas. Simplement, vous devrez être en capacité, en cas de contrôle, de pouvoir justifier la raison pour laquelle cette personne est restée en activité partielle et donc avoir éventuellement un certificat médical d'isolement qui atteste de l'état de vulnérabilité de cette personne. D'accord, très bien. Merci. Puis après, il y a le problème de fond, mais que vous avez bien vu. Il faut effectivement qu'une personne va passer d'une société A à une société B.
éviter le prêt donc illicite. Hein. C'est pour ça que vous parlez d'un prêt de manœuvre, c'est donc très bien. Et donc, vous savez que lorsqu'on fait ce genre de choses, il faut avoir préalablement un avis du CSE sur ce point-là. D'accord, très bien. Alors, je vais poser une dernière question qui nous est arrivée par mail tout à l'heure. Une société qui a recruté, qui travaille dans la restauration rapide. Sur fin février, nous avons eu beaucoup de démissions sur des postes en production. Les collaborateurs sont employés en tant qu'équipiers polyvalents, mais tous ne sont pas polyvalents sur les postes. Nous avons des spécialités comptoir, drive et production. Nous envisageons de recruter 2 collaborateurs afin de pallier à ce manque, mais à ce jour, nous n'avons pas de réelle vision de notre futur CA. Si nous ne pouvons pas les faire travailler sur la totalité de leur contrat de travail, est-il envisageable de faire une demande d'activité partielle pour ces futurs collaborateurs? Comment cela se passe-t-il techniquement, avenant ou nouvelle demande? Le fait de recruter ne supprime-t-il pas le fait de bénéficier de l'activité partielle pour les autres collaborateurs? La réponse, c'est par rapport à des salariés qui ne sont pas polyvalents et qu'on envisage de recruter du personnel supplémentaire. Déjà, on l'a dit, pendant la période d'activité partielle, les salariés peuvent bénéficier d'actions de formation qui permettent effectivement de faire monter en compétence ces salariés, de les rendre plus polyvalents. Donc, la priorité, ça serait peut-être ça, pour permettre à terme d'avoir des salariés qui aient un meilleur niveau d'activité, qui puissent augmenter leur niveau d'activité parce qu'ils sont plus polyvalents. Et donc, je crois qu'il était question de préparer des sandwichs. Il y a un certain nombre de métiers de la restauration rapide qui sont indiqués. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a actuellement du FNE formation qui peut être valablement mobilisé au bénéfice de ces salariés et qui permet d'augmenter leurs compétences. Après, le fait de recruter du nouveau personnel, le nouveau personnel, s'il est recruté, il faut peut-être adapter aussi la durée de travail qui peut être proposée à ces personnes en renfort de personnel par rapport aux activités qui sont proposées. Dernier point, il n'y a pas d'incompatibilité entre avoir de l'activité partielle et recourir à un renfort si on peut faire la preuve qu'on n'a pas au sein de l'entreprise les compétences pour répondre aux besoins du marché. Mais en l'occurrence, il s'agit d'une activité qui, me semble-t-il, peut être proposée en formation assez facilement et sur laquelle les salariés peuvent monter facilement en compétences. Je ne sais pas si… Oui, pour moi, c'est clair en tout cas. Alors, ça va faire 1h30 avec une petite interruption au milieu, un intervalle contre notre gré. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je voulais remercier nos intervenantes et nos intervenants. Donc, les 2 Sylvie pour la directe et Monsieur Dolciani qui vient de nous quitter parce qu'il a une autre visio à 15h30. Et Marc, je ne le vois plus, je n'ai plus mes intervenants. Merci en tout cas d'être intervenu. Et au cabinet Duo Avocat pour toutes ces réponses. Alors, n'hésitez pas, on remet le lien dans le chat. Si vous avez des questions, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de traiter toutes les questions, je suis désolée, après elles sont arrivées un petit peu dans le désordre. Voilà, vous commencez déjà à m'envoyer les premiers mails, donc n'hésitez pas à nous les envoyer, je transférerai, ou on répond nous, ou on transfère acquis de droit sur les questions qui nous arrivent. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Marc. Est-ce que vous voulez rajouter un mot Non, mais avec plaisir. On est là pour accompagner les entreprises. On le fera comme on le fait d'habitude. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres demandes. On sera présent. Et merci pour votre… en tout cas, on a une véritable chance sur la Côte d'Azur, c'est que
que ça soit l'URSSAF ou la Directe, nous répondent systématiquement à nos questions. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter, nous, UPE 06, parce que systématiquement, dès qu'on leur pose une question, ils sont à notre écoute et ils nous répondent tout le temps. Merci au service de l'État. Oui. Merci à vous tous de participer. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos visios. Donc, on vous donne rendez-vous pour les prochaines que vous recevez de manière quotidienne ou tous les 2 jours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui auront un week-end prolongé avant la reprise pour peut-être déconfiner d'entre vous. Déconfiner, voilà, exactement. On peut l'employer maintenant, le terme. C'est tous, au revoir. Merci, au revoir.